7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 7h45, le petit déjeuner politique ce matin. C'est Aurore Berger, députée des Yvelines, présidente déléguée du groupe En Marche à l'Assemblée nationale et candidate au régional en Ile-de-France. Bonjour Aurore Berger. Bonjour. On va parler passe culture pour les jeunes, le feuilleton Pulvar Darmanin, les régionales, féminicides, mais avant cela aussi la vaccination. Il y a un débat qui monte avec l'avis de l'Académie de médecine. Faut-il la rendre obligatoire, cette vaccination, pour certaines professions ? Écoutez, en tout cas déjà, il faut saluer le fait que la vaccination, elle a un rythme qui est extrêmement dynamique. On le voit, c'est-à-dire que tout ce qu'on avait annoncé est en train de se réaliser. On se souvient à l'époque qu'il y avait un certain nombre de polémiques qui avaient émaillé les annonces qui avaient été faites par le président de la République ou le Premier ministre. Et on atteint bien aujourd'hui le volume de personnes méritant d'être vaccinées, nécessitant d'être vaccinées. Est-ce qu'il faut le rendre obligatoire et aller plus loin ? On a aujourd'hui une telle dynamique de vaccination qu'en vérité, les publics qui sont les publics prioritaires, qui sont les plus en risque à la fois au regard de leur santé, de la fragilité de leur santé, mais aussi par rapport au métier qu'ils exercent, viennent. Les enseignants viennent, les gendarmes, les pompiers, les policiers, ceux qui travaillent avec les enfants, avec les personnes âgées, sont les premiers à venir dans les centres de vaccination et à demander cette vaccination. Mais le pass sanitaire, pour l'instant, qui pourrait devenir un pass vaccinal, peut-être à un moment donné, sera aussi obligatoire, en revanche, pour aller dans certains lieux, quoi, non ? Je pense à la culture, puisque vous travaillez beaucoup sur la culture. Mais ce qui est évidemment légitime. Aujourd'hui, la vaccination dans notre pays, elle est ouverte et de plus en plus ouverte, vous le voyez bien, dès les plus de 18 ans aujourd'hui. Et donc c'est légitime de se dire que celles et ceux qui seront vaccinés, et donc qui seront à la fois protégés pour eux-mêmes, mais surtout qui vont protéger les autres de la possibilité de transmettre le vaccin, eh bien pourront avoir plus facilement accès à des lieux qui peuvent potentiellement être des lieux de contamination, parce qu'à nouveau des lieux qui seront fermés, des lieux où il y aura de la foule, des lieux où on pourra se toucher, se mélanger. Et je crois que c'est légitime de dire qu'on va d'abord continuer à protéger les Français, et donc que le pass sanitaire est une protection qui sera mise à la disposition de chacun. Il deviendra vraiment pass vaccinal ou pas ? Pour l'instant, ce n'est pas envisagé du tout. Le pass sanitaire, c'est à la fois la capacité que vous avez... c'est pas voté. Typiquement, vous voyez, on aura le concert test qui aura lieu ce samedi. Et là, c'est pas un pass vaccinal qu'on vous demande, c'est un pass sanitaire, c'est-à-dire c'est démontrer que vous pouvez ou pas avoir fait un test PCR garantissant qu'évidemment, vous n'allez pas contaminé ou que vous n'êtes pas porteur du virus. Le pass jeune maintenant, 300 € pour les jeunes de plus de 18 ans, leur permettant d'accéder à certains produits culturels. Qu'est-ce que vous dites et qu'est-ce que vous répondez à une partie du secteur culturel qui dit que c'est un gadget ? Déjà, c'est pas un gadget de se dire que la sortie de crise, elle passe d'abord par la culture. Je crois que ça fait du bien dans notre pays, au sein de la France, de se dire que notre identité française, que notre art de vivre à la française passe évidemment par la culture, que ce soit par le livre, que ce soit par la musique, que ce soit par le spectacle vivant, que ce soit par le patrimoine. Ce dont on a aussi été privé pendant une année parce que malheureusement on n'avait plus la possibilité d'aller dans les lieux de culture, et on a bien vu l'appétence incroyable qu'avaient les Français, les files d'attente devant les cinémas, parfois des 6h30 du matin pour aller dans les toutes premières séances. Donc il y a cette envie-là. Sauf que la culture, il faut aussi pouvoir y avoir accès. C'est à la fois une question de connaissance, c'est une question d'éducation dès le plus jeune âge, parce que si ça ne vous est pas transmis par votre famille, malheureusement, ça vient aggraver des inégalités plutôt que de les réduire. Et c'est aussi un enjeu parfois de mais prix. Ça va aller, oui, mais alors ça va aller de prix, mais ça va aller sur des abonnements et sur des plateformes, bien souvent pour certains. C'est pas le cas, parce qu'il y a eu une expérimentation sur le Pass Culture avant de le généraliser. Et typiquement, qui ont été les premiers bénéficiaires du Pass Culture ? Les libraires. C'est-à-dire qu'on a retrouvé l'envie et le plaisir d'aller chez son libraire, alors qu'on avait malheureusement un rapport à la lecture qui, pour un certain nombre de populations, notamment les plus jeunes, était en train de complètement se déliter. Donc, il ne faut pas penser que parce que justement, ce sont les jeunes qui vont y avoir accès, ils vont forcément se précipiter sur des abonnements. Déjà, c'est pas grave qu'ils aillent sur des plateformes qui permettent de rémunérer les artistes, les auteurs et d'éviter le piratage. Ça, j'y suis quand même favorable, plutôt que de télécharger illégalement. Mais dans les faits, ce qu'on voit, c'est que les premiers bénéficiaires du Pass Culture dans l'expérimentation, ce sont les libraires. Oui. Aurore Berger, puisqu'on parle des plateformes et puisqu'on évoque la culture, Canal+ s'inquiète de l'autorisation de la diffusion de films 1 an après leur sortie sur des plateformes comme Netflix ou Amazon, sans beaucoup financer le cinéma français, sans grande contrepartie. Qu'est-ce que vous répondez au patron de Canal, Maxime Sada, ce matin dans Le Figaro, qui pourrait réduire les investissements ? Alors, clairement, on est le premier pays au monde à faire en sorte que les GAFA contribuent au financement de la création. C'est-à-dire que les plateformes qu'on est habitué aujourd'hui à utiliser, que ce soit Netflix, que ce soit Disney, que ce soit Amazon Prime, vont devoir financer aussi la production du cinéma
en France, où la production audiovisuelle, les séries, les fictions, les documentaires. Mais c'est quand même légitime de se dire qu'à partir du moment où elles financent, elles ont aussi des contreparties. Et se dire qu'aujourd'hui, les plateformes, si elles finançaient, n'auraient le droit de diffuser sur leur propre plateforme les films que 2 ans après leur sortie, vous voyez bien qu'il n'y a pas un Français qui peut comprendre. Mais il n'y a pas un risque de tuer quand même Est-ce qu'il n'y a pas un risque de tuer la production française qui était quand même très soutenue jusqu'à présent par Canal+. Est-ce que puisque pour la première fois, ce sont les plateformes qui vont financer aussi. Elles vont aller aussi loin que Canal+. Mais elles vont avoir des obligations qui sont en effet extrêmement puissantes. C'est en cours de négociation. Donc je comprends que le patron de Canal, comme les négociations sont en train d'être bouclées, eh bien évidemment, il veut garder un avantage qui est l'avantage historique, compétitif de Canal+, qui fait que si on s'abonne à Canal... C'est bien de favoriser un acteur français plutôt que les plateformes américaines, non ? Ce qu'on veut favoriser, c'est surtout la création, c'est la diversité culturelle, c'est faire en sorte que tout simplement, eh bien, les grandes plateformes contribuent au financement. Qu'est-ce qu'on préfère ? Avoir Canal, en effet, qui est l'un des plus grands financeurs du cinéma français, et pas que du cinéma français d'ailleurs, ou avoir Canal, TF1, M6, France Télévisions, Disney, Amazon, qui contribuent. Oui, mais il y a une question de souveraineté derrière aussi pour que la production française et puis les producteurs français soient là, quoi, puisqu'on en parle à tous les niveaux. Non, enfin, ils vont pas avoir n'importe quelle obligation. Ils vont avoir l'obligation de financer la création cinématographique et audiovisuelle en France. Ils vont devoir investir chez des producteurs français. Et ça, c'est un enjeu de souveraineté. Et puis, c'est un enjeu aussi de valorisation à l'international des productions qui sont les nôtres. Et on voit bien évidemment l'atout que représente dans ce cadre-là à la fois une maison comme Canal+, qui a permis, par exemple, le Bureau des légendes, qui est connu à travers le monde, mais aussi des grandes plateformes internationales. Quel aurait été le parcours de 10% si, clairement, Netflix ne l'avait pas, à un moment, mis sur sa plateforme. Et aujourd'hui, c'est une série qui est connue aux États-Unis parce que, justement, à un moment, il y a eu ce parcours-là. Donc, la diversité culturelle et la souveraineté culturelle, c'est à la fois mieux financer la création, mais c'est aussi accepter, eh bien, évidemment, qu'en contrepartie du financement de la création, eh bien, on puisse plus facilement accéder aux œuvres. Venons-en, Aurore Berger, au nouveau féminicide en Moselle à Hayange. Il sortait de prison, il s'était débarrassé du bracelet électronique, une main courante avait été déposée. Pour le procureur, il n'y a pas eu de dysfonctionnement, parce que le suspect n'était pas identifié comme un mari violent. C'est assez étonnant, il y a eu un manque de suivi dans cette histoire ou pas alors ? Je ne peux pas, sur une affaire spécifique, m'exprimer. Ce qui est certain, c'est qu'on a malheureusement encore 150 femmes qui, chaque année, décèdent. 150 féminicides. Pourquoi on emploie le mot féminicide ? Pour une raison très claire, c'est qu'elles ne sont tuées que parce qu'elles sont des femmes. C'est ça la raison pour laquelle elles sont assassinées dans notre pays. Donc il y a un sujet à la fois sur la question du port d'armes, qui doit aujourd'hui être dans le débat public. Est-ce que c'est légitime que les personnes qui ont été identifiées comme potentiellement violentes à l'égard de leurs compagnes ou à l'égard de leurs femmes puissent continuer à détenir des armes qui ensuite se retournent contre leurs épouses ou contre leurs compagnes ? Après, il y a d'autres moyens. Il y a un homme qui a utilisé un marteau en région parisienne le week-end dernier. Est-ce qu'on peut déjà pas améliorer les choses pour garantir encore une fois une sécurité renforcée des femmes? On a la question des bracelets anti-rapprochement qui ont été beaucoup plus massivement diffusés, qui sont un atout très conséquent pour des femmes qui se sentent en danger parce qu'elles peuvent immédiatement alerter, immédiatement tenir informées en fait les forces de l'ordre pour être ensuite sécurisées. Mais on n'arrive pas aujourd'hui, c'est vrai, à baisser le nombre de femmes qui sont assassinées chaque année. Donc ça veut dire qu'il faut qu'à la fois l'autorité judiciaire s'interroge sur les moyens qui sont mis, les procédures qui sont mises, la manière avec laquelle on accompagne ces femmes. Honnêtement, du côté des forces de l'ordre, on n'est plus du tout la même femme quand on vient porter plainte aujourd'hui et quand on venait porter plainte il y a 10 ans ou il y a 15 ans. On n'est plus du tout accompagné de la même manière. 9 condamnations, c'est un ressortissant kosovar. Est-ce que se pose la question de l'expulsion des étrangers condamnés dans cette histoire ? Mais ça a été fait de manière récurrente. Le ministre de l'Intérieur, quand il y a eu malheureusement des drames de ce genre, a demandé évidemment que les expulsions soient prononcées parce qu'encore une fois, c'est pas un droit de pouvoir rester sur le territoire français. C'est quelque chose qu'on peut acquérir au regard aussi des qualités qui sont les nôtres et de la manière avec laquelle on se comporte sur le territoire français. Donc quand on est en rupture avec les valeurs de la République, quand on est en rupture avec ce qui fait notre identité, quand on en vient à avoir des comportements qui sont violents, quand on en vient à tuer, eh bien évidemment se pose la question du maintien sur le territoire français pour protéger nos propres concitoyens. Après des plaintes croisées, Gérald Darmanin propose à Audrey Pulvar une rencontre. Le ministre de l'Intérieur fait du rétropédalage. Il a raison.
Il a eu raison d'abord de signifier que les propos qui ont été tenus par Audrey Pulvar sont des propos qui ne sont pas dignes d'une candidate à la présidence de la région Île-de-France. Parce que nos forces de l'ordre, elles subissent au quotidien une forme de lynchage, une forme de bien-pensance qui fait que ce serait de bon ton d'attaquer régulièrement les policiers et les gendarmes. Et pour malheureusement désormais être élu d'un territoire rambouillet où une de nos fonctionnaires de police a été assassinée à l'entrée même du commissariat avec un traumatisme que vous imaginez pour tous les agents qui y travaillent et évidemment pour la population, je crois que cette forme de lynchage systématique qui existe d'une partie de la classe politique, c'est d'autant plus insupportable au regard de ce que vivent concrètement les forces de l'ordre. Le ministre de l'Intérieur, est-ce qu'il n'est pas allé trop loin? J'ai vu que dans la majorité, ça grinçait plutôt des dents. Écoutez, honnêtement, non, on n'a pas eu de débat à cet égard sur ce sujet. Je vous assure que non, on était en réunion encore hier matin. Donc tout le monde était d'accord avec lui. On a le droit d'avoir des désaccords. Pourquoi il fait du rétropédalage Déjà parce qu'inviter au dialogue, c'est jamais un rétropédalage et on ne peut pas, en démocratie, reprocher à un ministre de l'Intérieur d'inviter à un dialogue et d'inviter tout simplement à ce qu'un débat puisse exister. Je trouve ça plutôt sain, en effet, qu'on puisse d'abord échanger et dialoguer. Si Audrey Pulvar considère en effet que ses propos ont dépassé sa pensée, qu'au final elle a un discours qui est extrêmement républicain, digne et respectueux des forces de l'ordre, tant mieux, encore une fois. Moi j'ai participé à la manifestation qui était organisée à l'initiative des différents syndicats de police. J'ai pas eu le sentiment qu'on me mettait sous pression. J'ai juste eu le sentiment de faire mon devoir de républicaine, de citoyenne et de parlementaire en affirmant le soutien qui doit être le nôtre aux forces de l'ordre et à notre police républicaine. Les régionales, pourquoi votre candidat Laurent Saint-Martin n'arrive pas à décoller? Pourquoi ça patine? Il est derrière Pécresse et Bardella dans les sondages. Il a pris encore 4 points dans les sondages ce week-end. C'est le seul candidat qui a progressé, il est à 15%. Moi, je pense que déjà, il faut connaître notre candidat, donc Laurent Saint-Martin, je vais redire son nom. Je crois qu'on a la force d'avoir un candidat qui, lui, est très clair justement sur les valeurs de la République qu'on évoquait, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui des différents candidats de gauche, par exemple, qui se présentent. Et moi, c'est ça que je regrette, c'est-à-dire qu'on a une forme de course à l'échalote aujourd'hui. C'est la gauche votre adversaire? Non, on a des concurrents qui existent, qu'ils soient de gauche ou de droite, et puis on a des adversaires politiques qui, parce que au regard des idées qu'ils diffusent, clairement pour moi sont hors du champ républicain. Et quand je vois la composition des listes de Clémentine Autain à l'extrême gauche, quand je vois les propos qui sont ceux des Insoumis, le fait par exemple qu'ils ont refusé de venir à la manifestation en soutien des forces de l'ordre, oui, ce sont des adversaires politiques. De la même manière, évidemment, Jordan Bardella pour moi est un adversaire politique clair et pas uniquement un concurrent. Dernière question avec Cécile de Ménibus, Aurore Berger. Oui, Manuel Valls a annoncé sa démission du conseil municipal de Barcelone après avoir quitté son mandat de la majorité il y a 3 ans en tant que député. Aujourd'hui, il voudrait revenir parce qu'il se soucie pour la France. Est-ce que vous pourriez l'accueillir? Est-ce qu'il pourrait devenir la jambe gauche justement de la majorité? Ce qui est certain, c'est que s'il souhaite revenir, moi je serais la première à considérer que c'est une bonne nouvelle qu'il puisse revenir, parce que je crois que la voix qui est celle de Manuel Valls depuis des années dans le débat public est une voix qui est importante justement sur les questions républicaines, sur les questions laïques, sur les questions régaliennes. Mais est-ce qu'il est fiable, ces allers-retours tout le temps? Il a eu le droit à un moment d'avoir un parcours à la fois professionnel, politique, personnel, qui l'a conduit à être candidat à Barcelone dans un contexte en plus très particulier en Espagne, du risque aussi de cession qui s'est emparé de ce pays. Donc je crois que c'était important et que c'était assez cohérent d'ailleurs avec ce qu'il défend en termes d'unité républicaine, y compris en France. Si maintenant il considère que sa place est en France, à la fois ce seront les électeurs qui le décideront s'ils souhaitent se représenter à une élection, notamment législative, mais je crois que c'est une bonne chose. Vous savez, on n'aura jamais trop de voix républicaines dans notre pays dans le moment un peu de bascule et de tension qu'on connaît. Donc si on est renforcé et conforté sur ces questions-là, je pense que c'est vraiment une bonne nouvelle. Merci Aurore Berger, députée des Yvelines et présidente déléguée du groupe La République En Marche et candidate d'ailleurs au régional en Ile-de-France.